Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers followers. Et merci d'être au rendez-vous donc sur Marketing TV Monde. En tout cas, désolé pour ce petit retard donc qui est dû à des problèmes de réglage. Bon, c'est dû aux aléas du direct. Bon, généralement, les logisticiens sont d'ordinaire très ponctuels. En tout cas, donc la ponctualité donc est un maître mot. En tout cas, nous nous excusons vraiment donc de ce retard. Et nous allons essayer donc de, en tout cas, rattraper donc le temps perdu. Alors, notre cours d'aujourd'hui parlera certainement d'assurance, mais assurance donc dans la branche transport. Donc, comme vous le savez si bien, bon, nous sommes donc des logisticiens, donc formateurs. Nous formons en tout cas des étudiants et des professionnels donc sur les métiers de la logistique donc et des transports, n'est-ce pas? Alors, je commence d'abord par remercier encore une fois donc tous nos followers, particulièrement nos chers collègues, en tout cas qui sont donc à l'initiative donc de cette belle œuvre. Il s'agit exactement d'abord de Monsieur Laye Bambasek, certainement que je ne tarderai pas à rencontrer. Monsieur Khalifa Babakar Dramé, d'ailleurs donc il me signale qu'il est là, n'est-ce pas? Voilà, bon, il y a Fatou Ndiaye Sow, donc en tout cas une étudiante donc remarquable que nous ne sommes pas prêts donc d'oublier, et tous les followers donc qui vont certainement donc nous suivre, n'est-ce pas? Voilà, donc je vois donc Monsieur Moujtaba Kane, donc en tout cas merci également pour donc le travail remarquable donc que vous effectuez donc sur MTV Monde. Un de mes étudiants également, Monsieur Chertiam, Aliou Diouf, en tout cas merci beaucoup, Neneba. Donc merci vraiment donc d'être au rendez-vous. Nous allons donc parler évidemment donc d'assurance transport. Donc bonsoir tout le monde, donc bonsoir cher, merci beaucoup, donc merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, donc sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif donc du sujet et parler donc d'assurance transport. Donc merci également à ma sister, donc Nilan Ndiaye. Bon, merci Nilan Faye aussi. Alors, je disais que le transport déjà est une activité donc qui génère donc beaucoup de flux. Donc lorsqu'on parle de transport, ben, je peux même dire qu'aucune activité donc économique ne peut se faire donc sans transport, aucune. Donc je défie donc quiconque, soit l'activité est directement liée au transport ou indirectement. Ce qui fait que donc c'est des millions, voire même des milliards de personnes donc qui circulent dans le monde par an, n'est-ce pas, quel que soit le pays. C'est des milliards de tonnes de marchandises également qui circulent donc dans le monde par an. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'activité de transport est une activité, n'est-ce pas, sur laquelle même donc repose l'économie. Bon, ce que je dis là, je pense que donc mes collègues Monsieur Dramé, Monsieur Mbakegei, n'est-ce pas, donc qui vient de terminer en tout cas une brillante intervention, donc pourront certainement donc confirmer. Maintenant, lorsqu'on parle donc d'assurance transport, moi je pense que donc il y a deux questions particulières donc à se poser. Abdoulaye, donc merci. Donc je disais Abdoulaye que il y a deux questions particulières donc à se poser. Donc la première question c'est quoi assurer? D'abord, n'est-ce pas? Et la deuxième question c'est pourquoi une assurance en transport? Donc quoi assurer en transport? Évidemment, donc on peut assurer d'abord le matériel de transport. Bon, on sait que donc il existe plusieurs modes de transport. Bon, il y a le mode maritime, il y a le mode aérien, il y a donc le mode terrestre. Donc dans les transports terrestres, vous avez le transport routier, vous avez également le transport ferroviaire, vous avez également le transport fluvial, n'est-ce pas?
Bon, j'ai même entendu M. Khalifa Babakar Dramé récemment parler également donc des pipelines, donc les aqueducs, donc les oléoducs et les gazoducs. En tout cas, mais ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est qu'il y a 3 modes de transport. Donc si je prends le mode maritime, je viens de dire tantôt que lorsqu'on parle d'assurance transport, on peut assurer donc le matériel de transport. Alors si on prend donc le mode maritime, évidemment le matériel de transport donc à assurer serait donc le navire. N'est-ce pas? Si c'est par voie aérienne, donc le moyen de transport à assurer serait certainement donc l'aéronef, ou bien si vous voulez donc l'avion. Donc si je prends donc la voie donc ferroviaire, certainement ce sera donc le train, etc., etc. Maintenant, lorsque c'est le matériel de transport que l'on doit assurer, on parlera donc d'assurance corps. Assurance corps, corps avec C-O-R-P-S. Assurance corps de navire, assurance corps d'aéronef, assurance corps de train, j'en passe. N'est-ce pas? Alors, je reviens encore sur ma question. J'avais demandé donc qu'est-ce qu'il faut assurer? Donc, quoi assurer? On peut également assurer les marchandises. Vous me suivez? Alors, si c'est les marchandises donc qui sont assurées, alors on parlera donc de l'assurance faculté. Donc, à chaque fois qu'on entend assurance faculté, donc c'est les marchandises donc qui sont assurées. Je reviens encore sur ma question. J'avais tantôt dit donc qu'est-ce qu'il y a lieu donc d'assurer. On peut également assurer donc les personnes. Et si je dis donc personnes, alors donc il y a 2 types de personnes à identifier. On peut identifier donc le voyageur, donc la personne qui achète son billet d'avion et qui doit voyager donc par air avec la compagnie, par exemple Air Sénégal SA, n'est-ce pas? Et sur cet avion-là, il n'y a pas que les voyageurs, que les PAX, ou bien donc les passagers. Dans cet avion, évidemment, donc il y a un personnel navigant. Donc le personnel navigant, il s'agit donc de qui exactement? Donc du commandant de bord, donc le CDB, comme on l'appelle donc communément donc dans le langage de l'aéronautique. Le CDB, et également, il est assisté aussi donc par un copilote, ou bien un officier pilote de ligne, OPL. Bon, eux deux, c'est les personnels navigants techniques. Mais il n'y a pas que eux aussi donc dans l'avion. Il y a aussi donc les hôtesses de l'air donc et les stewards, n'est-ce pas? Les hôtesses donc les stewards, donc eux c'est le personnel navigant de cabine. Avant on disait personnel navigant commercial, mais maintenant donc c'est le personnel navigant de cabine. Donc voici les personnes donc qu'il y a à assurer donc dans un aéronef. Alors si je prends l'exemple donc d'un minibus Tata au Sénégal, donc qu'est-ce qu'on a? On a donc le chauffeur, le conducteur, et on a donc son receveur et aussi donc les voyageurs donc dans ce minibus Tata. Voici donc les personnes qu'il y a à assurer. Maintenant, ces personnes-là sont prises en charge par quoi? Par l'assurance donc de responsabilité civile donc du transporteur. Donc vous me suivez? Alors, je récapitule. Donc qu'est-ce qu'il y a à assurer? Donc c'est le matériel de transport. Si c'est le matériel de transport donc qui est assuré, on parle donc d'assurance corps. Assurance corps de navire, assurance corps d'aéronef, assurance corps de train, etc. Si maintenant c'est les marchandises qui sont assurées, on parle donc d'assurance faculté. Faculté, F-A-C-U-L-T, accent aigu. Assurance faculté. Maintenant, si c'est les personnes qui sont assurées, donc là on parlera donc d'assurance des responsabilités civiles. Donc nous venons d'identifier donc toutes les personnes, en tout cas tout ce qu'il y a assuré donc en matière de transport. Je salue très chaleureusement Monsieur Makam donc Diallo. Je salue également mon jeune frère Mohamedou Al-Amin, notre frère donc cadet. Je rappelle aussi que M. Tierno Alassane Sow, en tout cas l'éminent prof aussi, est en train donc de nous suivre. En tout cas, merci d'être présent tout le monde. Donc nous allons continuer donc sur notre lancée. Donc j'ai déjà répondu donc à la première question, qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de dire exactement donc quoi assurer. Maintenant, je m'en vais donc avec la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Pourquoi une assurance? Pourquoi il faut assurer? N'est-ce pas? Alors, pour répondre à cette question,
Je pense que lorsqu'on parle d'assurance déjà, donc le mot il est frappant. C'est parce que simplement il y a donc la présence de risques. Il y a la présence de risques. Tout le monde sait, Monsieur Khalifa Ababacar Dramé, tout le monde sait que en matière donc de transport, donc les acteurs sont en train en tout cas de faire le maximum d'efforts pour que les marchandises puissent voyager en sécurité. Donc la sécurité maritime a été renforcée, n'est-ce pas, avec donc le code ISPS, n'est-ce pas, la convention SOLAS, la sécurité aérienne également, n'en parlons pas. Monsieur Mamoudou Biran Mbodj, donc l'annexe 19 donc de l'OACI. Donc quel que soit le mode de transport, tout le monde sait que donc la sécurité donc a été renforcée parce que c'est vu donc les enjeux. C'est des milliards de dollars qui transitent donc dans le monde par an. Les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Et à chaque fois donc il y a un problème. Donc les praticiens donc ne vont pas me démentir. Les praticiens ne vont pas me démentir. Généralement, lorsqu'il y a un problème, tout le monde se renvoie la balle. Le vendeur ne veut jamais endosser donc la responsabilité. Le transporteur également va dégager, n'est-ce pas, donc tout à la touche. L'acheteur également, il se sent donc lésé. Les intermédiaires, donc les acteurs, les ayants droit, à chaque fois qu'il y a un problème, généralement tout le monde essaie donc en tout cas de se démarquer. N'est-ce pas? Alors, c'est parce que simplement il y a la présence donc de beaucoup de risques. Un navire, n'est-ce pas, peut avoir à son bord donc 5000 conteneurs, 10 000 conteneurs pendant la traversée maritime. Comment on l'appelle, une forte tempête donc se produit. Bien vrai que les navires peuvent résister aux tempêtes, c'est juste un exemple que je donne. Donc une tempête, n'est-ce pas, donc se produit. Le navire donc est tellement secoué, donc il y a des conteneurs donc qui sont tombés par-dessus bord. Qui va endosser donc cette responsabilité? On verra ultérieurement. Mais l'essentiel, je voulais simplement montrer par là que le risque, il est là. Et encore, le risque zéro n'existe nulle part. Le risque zéro n'existe nulle part, n'est-ce pas? Donc, il y a la présence de risque. Donc, il faut impérativement alors une assurance donc, pour couvrir, n'est-ce pas, donc d'éventuelles pertes. Donc, c'est la première réponse. Donc, je disais tout à l'heure, donc, pourquoi assurer? C'est parce qu'il y a la présence de risques. On peut avoir donc des risques qui peuvent survenir au cours de l'opération de transport et affecter à la fois le matériel de transport et sa marchandise. Un crash d'avion, lorsque l'avion tombe, généralement, toutes les cargaisons sont perdues. Donc, et généralement, même lorsqu'un avion tombe, les gens ne vont pas se cantonner à vouloir récupérer donc, des marchandises en pleine Amazonie. Si l'avion tombe, par exemple, en Amazonie, n'est-ce pas, les gens ne vont pas se fatiguer à aller chercher donc, du fret. Les recherches seront plutôt orientées vers la recherche donc de survivants, bon, je dirais même donc des miraculés, et même donc vers la recherche donc des fameuses boîtes noires, parce que lorsqu'un avion tombe, donc l'exploitant donc de l'aéronef a l'obligation de dire aux parents de victimes donc les raisons pour lesquelles donc l'avion est tombé, ce qui fait que donc les gens ne vont pas se fatiguer à aller chercher donc du fret. N'est-ce pas? Le navire, donc, il a sombré. Généralement, lorsqu'un navire donc, a un naufrage, il est donc dans les profondeurs donc, maritimes. Les gens ne vont pas se fatiguer à aller chercher donc, des marchandises à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, merci, M. Dramé. Le risque zéro donc, est utopique. Merci encore une fois. Monsieur Chimerwad, l'excellent, l'éminent prof. Donc, en tout cas, moi, mon fiscaliste donc, préféré. Donc, merci pour vos encouragements. Alors, je disais que, donc, face à tous ces problèmes, à tous ces risques, une marchandise qu'on est en train donc, de manutentionner donc, dans le port, en passant, je salue également mon frère, ami et ancien étudiant, Monsieur Kébé Pape Alassane. Des marchandises sont en train d'être manutentionnées, donc les appareils qui servent donc à soulever donc les colis peuvent se rompre et les colis tombent. Donc ce qui fait que il y a tout le temps donc des risques donc dans la chaîne logistique internationale. C'est la raison pour laquelle donc impérativement il faut une assurance en matière donc de transport. Alors deuxième raison, vous savez donc dans certains pays l'assurance transport
je prends l'exemple, l'assurance donc des marchandises a été rendue obligatoire. Je prends donc l'exemple du Sénégal. Je prends l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, particulièrement, il y a une loi sénégalaise qui impose aux opérateurs économiques d'assurer donc toutes les marchandises importées, quel que soit le mode de transport. Donc c'est quelle loi? C'est la loi 83-47 du 18 février 1983 ainsi que son décret d'application. Alors cette loi même donne 3 obligations. Il y a une triple obligation. Donc première obligation, obligation d'assurance de toutes les marchandises importées, quel que soit le mode de transport. Quel que soit le mode, que ça vienne par voie maritime, que ça vienne par voie aérienne, que ça vienne par voie routière, par voie ferroviaire, vous avez l'obligation d'assurer donc ces marchandises. Alors, Monsieur Mbakege, donc tout à l'heure, avait même parlé donc de valeur en douane. Et dans cette valeur en douane, évidemment, donc il y a le montant de l'assurance. Donc juste pour montrer que l'État donc a les mécanismes pour contrôler réellement si vous avez assuré donc vos marchandises. Vous voyez? Donc cette loi-là dit qu'il faut impérativement, et c'est une obligation, c'est obligatoire, il faut assurer toutes les marchandises importées, donc quel que soit le mode de transport. Donc première obligation. Deuxième obligation, obligation d'assurance de tous les corps de navires battant pavillon sénégalais. Alors, nous sommes donc dans notre jargon, bon, nous qui évoluons donc dans le domaine des transports, mais pour nos followers, n'est-ce pas, en tout cas, qui sont des profanes ou bien donc des néophytes, un navire donc qui bat pavillon sénégalais est un navire qui est immatriculé au Sénégal. C'est un navire donc qui a la nationalité sénégalaise. Alors, je fais une petite parenthèse juste pour dire que un navire, donc, il a une personnalité juridique qui est similaire à une personne physique comme vous et moi. Il est individualisé par un nom, il a un domicile, il a une nationalité, sa mise en circulation comme sa disparition font l'objet d'actes juridiques similaires à ceux qui pèsent sur les personnes physiques. Donc vous voyez, un navire donc a une nationalité. Je pense qu'on va en parler même tout à l'heure, hein, s'il plaît à dire. Alors, cette loi dit qu'il faut assurer donc toutes les marchandises, il faut assurer autant pour moi donc tous les corps de navires qui battent pavillon sénégalais. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a une troisième obligation. Cette loi dit que l'assureur doit être impérativement donc domicilié au Sénégal. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut simplement dire que il faut impérativement que l'assureur donc soit au niveau local, donc une assurance locale. Donc vous voyez. Maintenant, je reviens encore sur ma question pour que les gens puissent suivre. Hein. Les gens puissent suivre, donc voilà, en tout cas ce que je suis en train donc, de dérouler. Mais avant ça, j'en profite également pour remercier donc, tous nos followers là, Abdoulaye Bagayogo, comment dirais-je, Papa Babacar Ndiaye, en tout cas un étudiant modèle, en tout cas qui m'a terriblement marqué. Monsieur, comment dirais-je, monsieur Pafal Nyambe, en tout cas mon cher ami Nyambe Fall, vraiment qui abat également donc d'excellentes choses donc dans le domaine du transit et de la logistique surtout. En tout cas, merci donc de me suivre donc sur Marketing TV Monde. Alors, je continue. Je disais que donc la question c'était quoi exactement? J'avais dit donc pourquoi assurer. Donc je viens de donner donc 2 raisons. La première raison, donc, pour récapituler, j'avais dit que donc, c'est parce qu'il y a la présence donc de risques. La deuxième raison, c'est quoi exactement? C'est parce que dans certains pays, l'assurance donc transport a été rendue obligatoire. La troisième raison, c'est qu'il faudra l'appréhender sur la diversité donc des textes de loi applicables en matière de transport et surtout le régime de responsabilité. N'est-ce pas? Vous savez qu'en matière de transport, donc, il y a une panoplie de textes de loi applicables en matière de transport, de contrats de transport. Je donne l'exemple de quelques conventions. Monsieur Khalifa Ababakar Dramé en a parlé donc récemment donc, dans ses lives. Je prends l'exemple donc d'une convention applicable en matière de contrat de transport maritime, n'est-ce pas, de marchandises, la convention de Bruxelles, n'est-ce pas, donc 1924.
Donc, la Convention également, donc les règles d'Hambourg, la Convention des Nations Unies sur l'unification de certaines règles applicables en matière de contrat de transport de marchandises par mer. Donc, 31 mars 1978, par exemple. Alors, je pense ces deux conventions, par exemple. Vous savez, en matière de droit des transports, surtout lorsqu'on parle de régime de responsabilité, donc il y a des choses en tout cas, à connaître. Par exemple, l'étendue de cette responsabilité. Bon, je parle de la responsabilité donc du transporteur. Lorsque je dis donc étendue de responsabilité, je parle sous le contrôle donc des juristes. Là, c'est-à-dire quand est-ce que donc la responsabilité commence et quand est-ce qu'elle prend fin. C'est ce que j'entends par étendue. Ça commence donc à tel point et ça se termine donc à tel point. N'est-ce pas? Par exemple, la Convention de Bruxelles, où on dit que il y a un sectionnement donc légal du contrat de transport, n'est-ce pas, comme le dit donc le doyen René Rodière. Parce que là-bas, la responsabilité commence quand est-ce? Pendant, n'est-ce pas, le chargement à bord du navire, durant donc la traversée maritime, donc du port de départ au port de destination, n'est-ce pas? Et au moment également donc du déchargement. Ce qui veut dire que si la marchandise donc est endommagée, donc avant, n'est-ce pas, donc la prise en charge, n'est-ce pas? Cela veut simplement dire que donc le transporteur ne vous indemnisera pas. Vous avez alors tout intérêt donc à payer une assurance. Si par exemple, la marchandise donc est endommagée après que le transporteur ait effectué donc son opération de débarquement aussi, là aussi vous ne serez point indemnisé par le transporteur. Parce que simplement, les dommages se sont produits, n'est-ce pas, donc après, n'est-ce pas, le débarquement. Donc vous voyez, alors d'où l'intérêt donc de payer une assurance. Et tout le monde sait également qu'en matière de contrat de transport, également donc les textes là, ont prévu, n'est-ce pas, donc des causes d'exonération de responsabilité. Si par exemple il y a un événement qui en tout cas qui a causé donc ce dommage et que cet événement-là fait partie donc des causes d'exonération, vous ne serez point indemnisé. Je donne l'exemple de la Convention de Bruxelles. Par exemple, l'innavigabilité donc du navire donc, est une cause d'exonération de responsabilité. Si par exemple donc, les dommages sont la résultante donc d'une innavigabilité du navire, le transporteur ne vous remboursera point, il ne vous donnera un rond. Alors vous avez tout intérêt aussi donc à payer une assurance. N'est-ce pas? Je donne l'exemple de la tempête. Lorsqu'une tempête se produit, n'est-ce pas, sous l'empire de la Convention donc, de Bruxelles, donc la tempête a causé donc, des dommages à vos marchandises, donc vous ne serez point indemnisé. Et encore, les textes de loi aussi ont prévu, comment on l'appelle, donc des plafonds donc, de limitation de responsabilité, ou bien plafonds d'indemnisation, si vous voulez. Si maintenant, vous avez eu un dommage, et que le dommage, il est avéré que c'est le transporteur, donc en tout cas, qui est responsable, et qu'il doit même vous indemniser. Maintenant, l'indemnisation est calculée sur la base donc, de plafond. Vous voyez? Donc, je donne l'exemple de Bruxelles, donc 666,67 DTS donc par, en tout cas donc par colis, donc ou 2 DTS donc par kilogramme. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc non profanes là, DTS signifie simplement donc droit de tirage spéciaux. Donc droit de tirage spéciaux, c'est un panier de monnaie fictif, n'est-ce pas, donc qui a été édité par le FMI, donc le Fonds monétaire international, n'est-ce pas? Donc si par exemple vous avez eu donc des dommages et que l'on calcule, n'est-ce pas, donc le montant que l'on doit vous indemniser, donc sur la base, n'est-ce pas, de ce que vous avez réellement perdu. Après on le compare donc avec les plafonds mis en place. Si le montant que l'on doit vous indemniser est supérieur donc au montant plafonné par le transporteur, il ne vous donnera que le montant plafonné. Ce qui veut dire qu'il va vous indemniser donc de manière partielle. Alors vous avez donc tout intérêt donc à payer une assurance. Donc vous voyez, donc grosso modo, donc voici les raisons en tout cas donc qui motivent donc l'assurance, n'est-ce pas, en tout cas qui justifient donc les raisons pour lesquelles donc il faut payer une assurance. Bon, ce qui est sûr et certain, en tout cas le thème que nous sommes en train donc de développer certainement fera l'objet donc de plusieurs lives, parce que
Ce qui est sûr et certain, donc si on veut développer donc tout ça, assurance corps de navire, assurance aéronautique et spatiale, assurance, comment on l'appelle donc, faculté, assurance responsabilité donc civile, je pense que un live donc ne suffit pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, on sera donc dans l'obligation donc de faire plusieurs lives. Mais je pense que la première partie que je vais essayer donc de développer, je vais d'abord parler donc un peu d'assurance corps de navire avant donc d'attaquer donc la partie assurance faculté, n'est-ce pas? Donc notre première partie, en tout cas ce live là, sera dédié exclusivement donc à l'assurance corps de navire. Alors, avant de continuer, je tiens quand même à saluer aussi donc certaines personnes qui sont en train donc de nous suivre, hein, donc tous nos followers là. En tout cas, Mam Saliou, merci vraiment, cher Thiam. Oui, donc il y a cher Thiam qui me dit, donc on peut dire qu'un navire est comme un être humain. En tout cas, je ne dirais pas que c'est comme un être humain parce que l'être humain, lui, en tout cas, il est exceptionnel. Mais il a une personnalité juridique donc qui est similaire à une personne physique, donc comme vous et moi. Comme je l'ai dit, il est individualisé par un nom. Vous ne verrez jamais un navire sans nom, à moins que ça ne soit un navire pirate. Il a une nationalité, il a un domicile, et comme je l'ai dit, donc sa mise en circulation, comme sa disparition, font l'objet d'actes juridiques similaires donc à ceux qui pèsent donc sur les personnes physiques chères. Mais c'est trop dire peut-être de dire que c'est comme un être humain. N'est-ce pas? Mam Seyne Boudjenba, merci beaucoup, Papi Ba. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci tout le monde. Pape Babacar Ndiaye, bon, qui me parle même donc de faute nautique. Oui, c'est vrai que donc la faute nautique, donc faute de navigation. Bon, je donne l'exemple du Titanic. Donc ce qui s'est passé avec le Titanic, donc c'est une faute nautique, donc une faute de navigation, parce que les gens auraient dû gérer donc la vitesse de navigation donc du navire, parce qu'on était donc en période de froid, mais ils l'ont mal apprécié. Et puis ils ont, d'après ce qu'on a vu également dans le film, également donc les informations qu'on a cherchées à gauche et à droite, en fait le constructeur même de ce navire avait surévalué donc son navire. C'est la raison pour laquelle il s'en est suivi, donc voilà. Donc la triste tragédie. Mais si je prends donc l'exemple du bateau de Diola, par Babacar, je pense que ce n'est pas une faute nautique, mais c'est plutôt une faute commerciale. Peut-être qu'on aura également l'occasion donc d'en parler. Merci beaucoup l'éminent collègue donc Khalifa Diaby. Merci beaucoup. Merci également à Soda Kabir Diao, donc mes anciens d'étudiants d'ITECOM, Oumar Diouf, Maë Khadi Diao. N'est-ce pas? En tout cas, merci également à Issatou Saluning. En tout cas, merci donc à tous les followers. Alors, maintenant, lorsque un armateur, donc pour ceux également qui le suivent, donc un armateur ou bien ship owner, ou bien propriétaire de navire, exploitant donc de navire, gestionnaire donc de navire, en tout cas on peut dire tout ça. Lorsqu'un armateur donc se présente au niveau donc d'une compagnie d'assurance pour que l'on assure son navire, ce qui est sûr et certain, l'assureur devra demander beaucoup d'informations donc concernant ce navire. N'est-ce pas? En tout cas, il y aura donc des informations qu'il cherchera, et c'est très normal, avant même donc de décider donc d'assurer ce navire. Alors, il lui faudra donc connaître certainement son nom, connaître donc comment on l'appelle, son domicile, connaître donc sa nationalité, quel type de navire. Donc il y a toutes ces informations donc en tout cas à chercher. Ce qui fait que donc en préliminaire, on va quand même parler donc du navire et de certains donc de ses aspects, techniques indispensables pour que l'assureur prenne une décision. Si on va l'assurer ou bien si... Désolé donc pour cette petite interruption parce que j'avais reçu donc un appel. Donc un appel téléphonique, n'est-ce pas? Alors, je disais que
c'est très normal donc que l'assureur donc demande toutes ces informations-là. Alors, il va demander donc le navire. Alors, pour nos amis profanes, un navire, c'est juste un bâtiment de mer. Un navire donc est qualifié donc de bâtiment de mer. Donc, bâtiment de mer, c'est un engin flottant donc qui est destiné à la navigation maritime et qui est doté donc de ses propres moyens donc de propulsion et est conçu afin d'affronter donc les péripéties de la haute mer. N'est-ce pas? Alors, le navire est un bâtiment de mer. Donc, le terme bâtiment, en tout cas, pour un profane, peut-être que ça va gêner. Parce qu'un bâtiment, il est immeuble, donc il est fixe. Alors que tout le monde sait que le navire, lui, il est doté donc de moyens de se déplacer. Comme je l'ai tantôt dit, donc de moyens d'autopropulsion. N'est-ce pas? Vous voyez? Donc, c'est un bâtiment de mer. C'est parce que simplement, il est meuble et il est immeuble. Parce que il faut simplement retenir que il a un caractère donc qui est hybride. Il est à la fois meuble, il est immeuble. Il est meuble parce qu'il est susceptible donc de se déplacer, mais il est immeuble donc parce que il est soumis à certaines obligations qui pèsent sur les immeubles. Généralement, on dit même qu'il est immeuble donc par destination. Il est meuble par nature, mais il est immeuble par destination, n'est-ce pas? Alors, un navire, il a donc des caractéristiques qui sont indispensables donc à son exploitation, n'est-ce pas? Alors, première caractéristique, c'est quoi? C'est le nom. Donc, il a un nom. Il a un nom. Donc, le nom est choisi donc par le propriétaire, évidemment. Bien vrai qu'il y ait donc certaines restrictions. Bon, je pense que je n'ai pas entré donc dans, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas détaillé. Il a un nom, n'est-ce pas? Et le nom là, il est toujours inscrit aussi sur la coque donc du navire, et c'est obligatoire. Il a une nationalité. Bon, la nationalité, on l'appelle également donc le pavillon. N'est-ce pas? Un navire qui, je l'ai tantôt dit, donc un navire qui bat pavillon sénégalais. Donc le pavillon, ce n'est rien d'autre que la nationalité, n'est-ce pas? Le navire donc a son pavillon, n'est-ce pas? Donc sa nationalité, n'est-ce pas? Et comment dirais-je, juste une petite précision, M. Khalifa Babacar Dramé certainement donc va me le demander. Un navire et son propriétaire doivent normalement être de même nationalité. Je suis sénégalais, normalement mon navire donc doit être sénégalais. Je dois l'immatriculer donc ici, en tout cas dans un port sénégalais. Évidemment le port autonome donc de Dakar. Alors, comment peut-on comprendre maintenant que M. Mbacké Gueye soit sénégalais et qu'il aille donc dans un pays comme le Panama donc pour immatriculer donc son navire? Donc cela paraît donc un peu invraisemblable. Alors on se pose même la question, mais qu'est-ce qui le lie donc à ce pays? Pourquoi donc ne pas rester donc au Sénégal, mais aller donc dans un pays comme le Panama? Bon, je l'ai cité et c'est pas fortuit. Lorsqu'on dit Panama, généralement donc les gens pensent au paradis fiscaux, et c'est réellement donc en tout cas donc la raison, n'est-ce pas? Donc il a une nationalité, n'est-ce pas? Il a aussi un domicile. Ces trois informations là, le nom, la nationalité, le domicile, en tout cas ça compte beaucoup pour l'assureur donc qui veut signer un contrat d'assurance donc avec l'armateur, parce qu'au niveau du domicile, il y a toutes les informations qui concernent à la fois donc le navire et son propriétaire. Est-ce que le propriétaire il est solvable? On peut le vérifier là-bas. Est-ce que le navire donc n'a pas fait donc l'objet d'hypothèque? C'est toujours vérifiable au niveau donc du domicile, n'est-ce pas? Et encore, la nationalité, ça permet simplement également à l'assureur de voir si par exemple ce navire-là, il n'a pas une nationalité autre que celle de son propriétaire. Parce que généralement, donc, les navires qui ont une nationalité donc, différente donc, de celle de leur propriétaire, on les qualifie donc de pavillons de complaisance. N'est-ce pas? Parce que dans la complaisance, donc, il n'y a aucun lien entre les pays de matriculation donc, et le propriétaire. Ce qui est même en contradiction avec une convention que M. Khalifa Dramé donc, a citée donc, récemment, la convention donc, des Nations Unies donc, sur le droit de la mer, donc la CNUDM donc 1982. Donc cette convention dit que il doit y avoir donc un lien substantiel donc, entre le propriétaire donc, et le pays d'immatriculation.
Donc, vous voyez, n'est-ce pas? En tout cas, donc, il y a plusieurs caractéristiques qui vont certainement nous intéresser sur le navire, mais je peux vous dire que l'essentiel, c'est de connaître donc le nom du navire, de connaître, n'est-ce pas, donc son domicile et de connaître donc la nationalité, n'est-ce pas? C'est des caractéristiques, en tout cas, qui sont indispensables donc à son exploitation, n'est-ce pas? Je tiens également à... c'est un plaisir donc de voir certaines personnes parce que j'avoue que ça fait donc certainement plus de 5 ans, n'est-ce pas, ou bien voire même plus, qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais comme on l'a dit, pas de nouvelles donc bonne nouvelle. Malick Sène, n'est-ce pas, ce fut vraiment un plaisir. Lacito Cissé, ça je pense que c'est depuis donc Subdeco. En tout cas, merci donc de nous suivre. N'est-ce pas? En tout cas, vous êtes nombreux donc à nous suivre donc aujourd'hui donc sur Marketing TV Monde. Nous allons donc continuer, n'est-ce pas? Alors, l'assureur également, il sera certainement intéressé par certains aspects techniques donc du navire. Et parmi ces aspects techniques, le premier aspect en tout cas qui va l'intéresser donc c'est un aspect en tout cas qui intéresse tout le monde, hein, et c'est un aspect même donc qui est indispensable donc à l'exploitation du navire. Et cet aspect donc on l'appelle donc le tirant d'eau, n'est-ce pas? C'est un aspect qui s'appelle donc le tirant d'eau. Donc pour les profanes, le tirant d'eau, c'est la distance verticale. En tout cas, bon, pour que les gens puissent comprendre mieux, c'est la partie donc immergée donc du navire. C'est ça qu'on appelle donc le tirant d'eau. Je vois ici Mam Salou qui me demande si est-ce que si le navire et son propriétaire ne sont pas de même nationalité, est-ce que ça posait donc des problèmes? Bon, on va essayer donc de répondre après. D'accord. Alors, je disais, donc le tirant d'eau, donc c'est la distance verticale, ou bien si vous voulez, donc c'est la partie immergée donc du navire. Hein. Donc c'est la partie, n'est-ce pas, donc qui s'est enfoncée, n'est-ce pas, donc pour le navire. Donc c'est le premier premier aspect technique. Donc le deuxième aspect technique également que l'assureur donc va certainement regarder, c'est un aspect qui s'appelle donc le port en lourd. Le port en lourd. Le port en lourd, c'est quoi? C'est la capacité donc maximale que peut transporter donc un navire. N'est-ce pas? En tout cas, c'est important. Donc, c'est un élément qui est très important pour l'assureur. Parce que ce port en lourd-là, en tout cas, peut influer même donc sur la tarification que l'assureur donc vous fera concernant donc la prime que vous verserez plus tard. N'est-ce pas? Alors, le port en lourd. Le troisième aspect technique, donc, qui va certainement aussi intéresser l'assureur, donc, c'est ce qu'on appelle donc le tonnage. Donc, le tonnage. Hein? Le tonnage. Le tonnage, donc, c'est... On dit tonnage, mais en réalité, c'est le volume donc, du navire. Donc, c'est le volume du navire. Pourquoi on dit tonnage? Parce que simplement, ce volume-là est exprimé en tonneaux de jauge, donc TJ, en tonneaux donc, de jauge. N'est-ce pas? Le tonnage de jauge, donc, c'est une unité de mesure anglaise donc, qui est équivalente à 2,83 mètres cubes. N'est-ce pas? C'est le volume du navire, n'est-ce pas? Il est exprimé, oui, comme le dit Cheikh Thiam, il est exprimé donc en tonneaux de jauge, donc un TJ est égal à 2,83 mètres cubes. N'est-ce pas? Alors, je m'arrête un peu pour dire que le port en lourd et l'assiette, tantôt nos amis de la douane là, M. Mbakege a tantôt donc d'assiette donc de calcul. Donc, lorsqu'il parlait donc de sa fiscalité douanière. Alors, en assurance transport aussi, ce qui est sûr et certain pour calculer, n'est-ce pas, donc le montant de la prime d'assurance, ce qui est sûr et certain, il y aura une assiette donc de calcul, n'est-ce pas? Alors pour les comment dirais-je donc pour les navires, les navires, le port en lourd sera l'assiette donc de tarification donc des corps de commerce, On va y revenir donc tout à l'heure, n'est-ce pas?
Et pour le tonnage, donc ce sera donc l'assiette donc de tarification donc des corps de pêche, entre autres. N'est-ce pas? En tout cas, donc ces deux assiettes, ces deux éléments, ces deux aspects techniques donc, qui sont indispensables donc, à l'exploitation donc, du navire. N'est-ce pas? Alors, je récapitule. Donc, je disais tantôt que au niveau de l'assureur, donc il y a trois éléments en tout cas qu'il va regarder particulièrement. N'est-ce pas? Éléments techniques. Vous avez donc le tirant d'eau, vous avez également donc le port en lourd et vous avez également donc le tonnage. Hein? Bien vrai qu'il y ait quand même donc pas mal d'aspects techniques hein, qu'on n'a pas cités donc concernant donc le navire. N'est-ce pas? C'est bon? Alors, je continue. Au niveau également de l'assureur, il va certainement aussi se questionner donc sur la typologie donc du navire. Quel type de navire donc voulez-vous assurer? Est-ce un tanker, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle donc les pétroliers. Donc c'est pour le transport donc d'hydrocarbures. Est-ce que vous voulez assurer donc votre porte-conteneur, donc container ship, donc ou bien box ship, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez assurer votre tonnier, ou bien est-ce que vous voulez assurer, n'est-ce pas, votre céréalier? Est-ce que vous voulez assurer, n'est-ce pas, donc votre chalutier? Alors, l'assureur, c'est sûr et certain que il va, ou bien votre roro, comme le dit donc Cheikh Thiam, ou bien votre cargo, n'est-ce pas? En tout cas, lui, la typologie donc du navire donc l'intéresse particulièrement. C'est encore une fois aussi pour calculer, n'est-ce pas, donc ce qu'il a à calculer concernant par exemple donc les primes que vous allez verser, n'est-ce pas? Bon, ça, on va certainement le développer donc dans d'autres vidéos. En tout cas, il va s'intéresser donc à ça. Il faut impérativement qu'il sache donc quel type de navire donc vous voulez assurer. Mais maintenant, lui, il va pas chercher, il va pas essayer donc de mettre une assurance, n'est-ce pas, pour, enfin, un montant de prime donc pour chaque type de navire. Ce qu'il va simplement faire, c'est d'identifier donc des types de navires. Est-ce que votre navire donc est un navire de commerce, ou bien est-ce que c'est un navire de pêche, ou bien est-ce que c'est d'autres types de navires? Alors, qu'est-ce qu'il entend par navire de commerce? C'est tout ce que vous avez comme porte-conteneur, comme roro, comme cargo, les tanks, les céréaliers, comment dirais-je, les grumiers, tout ça donc sont des navires de commerce. Et d'autre part, donc il identifie donc les navires de pêche. Alors, les navires de pêche sont des navires qui sont destinés exclusivement à une activité donc de pêche. Donc c'est facile. Donc ce qui veut dire que donc ce qui n'est pas un navire de pêche est forcément donc un navire de commerce. Maintenant évidemment donc il y a d'autres types de navires, n'est-ce pas, donc des navires qui ne sont pas destinés donc aux activités, n'est-ce pas, donc de transport de marchandises. Donc je parle certainement donc des comment on l'appelle, des remorqueurs. Donc c'est des navires qui sont destinés à faire exclusivement donc du remorquage. Comment dirais-je, les lamas, les lamaneurs, donc les vedettes de l'amanage qui aident, n'est-ce pas, lorsqu'on doit accoster donc un navire. Donc ça, on les considère comme étant donc d'autres types de navires. Donc les navires offshore, donc n'est-ce pas, donc pour l'exploitation des pétroles, donc n'est-ce pas, en tout cas donc au niveau de la mer. Donc ça, c'est d'autres types de navires, n'est-ce pas? Alors, je m'en vais encore parler un peu également donc de certains documents, n'est-ce pas, Ndiémé-Sek, de certains documents, n'est-ce pas, que normalement l'assureur donc devrait vous demander avant même donc de prendre en charge votre navire, n'est-ce pas? Donc il y a des documents qui sont indispensables à l'exploitation donc du navire et que forcément donc l'assureur va vous le demander. Et parmi ces documents, évidemment, il va vous demander, n'est-ce pas, donc j'ai tantôt dit que le navire donc était considéré, enfin avait une personnalité juridique donc comme une personne. Il va certainement donc vous demander donc la pièce d'identification de ce navire, n'est-ce pas? La pièce d'identification donc de ce navire, donc si vous le savez déjà, la pièce qui permet donc d'identifier donc le navire, et sur cette pièce donc il y a toutes les caractéristiques donc du navire, n'est-ce pas, son âge, son propriétaire, son nom, sa nationalité, bon, les aspects que j'ai tantôt évoqués, le tirant d'eau, comment dirais-je, le port en lourd, la largeur du navire, donc sa longueur, sa typologie, ou bien n'est-ce pas, la step. Donc tout ça,
il va figurer, tout cela, donc en tout cas va figurer donc, dans un document qui s'appelle donc le Ship's Particular. Donc le Ship's Particular, merci cher Thiam, donc ça c'est la pièce d'identification donc du navire. Ce qui est sûr et certain, donc l'assureur donc va vous le demander, n'est-ce pas? Entre autres, il va vous demander donc d'autres types de documents. Peut-être qu'on n'aura pas de temps donc de tout donner, n'est-ce pas? Parce que nous sommes un peu pris donc par le temps et on a quand même démarré donc un peu en retard. En tout cas, il va vous demander donc des documents. Et le premier document que je viens de citer, donc c'est le Ship's Particular. Bon, le Ship's Particular, c'est quoi exactement? C'est la pièce donc d'identification donc du navire. C'est, si vous voulez, c'est comme une carte d'identité donc nationale, hein, CNI, n'est-ce pas? L'assureur également va demander à l'armateur de lui fournir un document qui s'appelle donc le rôle d'équipage. Bon, d'où l'expression enrôler donc l'équipage. Monsieur Dramé me dira certainement donc comment dirais-je comment on l'appelle donc le crew list, hein? Donc le crew list donc c'est la liste donc en tout cas donc de l'équipage donc du navire. Il va certainement donc vous le demander. Alors ce document là il est important parce que ce document là généralement les autorités portuaires même donc le réclament, hein? Lorsque vous voulez accoster donc votre navire, ils vont vous le demander. Ils vont vous le demander parce qu'ils veulent vérifier exactement donc qui est à bord du navire. Je pense que donc dans cette période donc difficile de notre existence donc avec le Covid-19 là, ce qui est sûr et certain, lorsqu'un navire donc devrait accoster, c'est comment on l'appelle, ils vont certainement demander donc qui est à bord. C'est qui le personnel navigant, donc c'est qui le ship officer, c'est qui le capitaine, comment on l'appelle, qui sont les matelots. Ils vont vérifier donc qui est qui, pour voir même s'il n'y a pas de clandestin. Par exemple, un navire, n'est-ce pas, qui a sauvé donc des partisans donc de Barza au niveau donc en tout cas donc sur la mer Méditerranée. Généralement, on les embarque à bord donc du navire. Bon, c'est à des buts donc de sauvetage, hein. C'est à des buts donc de sauvetage, mais ce qui est sûr et certain, il ne figure le Sénégalais là, certainement donc, je vais taquiner un peu donc mes cousins à plaisanterie, certainement un certain Modou Diop. Donc ce Modou Diop là, il ne figure pas donc en tout cas sur le crew list, donc sur le rôle d'équipage, mais le capitaine quand même. En tout cas, l'équipage fera en sorte, il faudra donc le mentionner donc quelque part. Le document donc sur lequel on va mentionner qu'il a été sauvé, n'est-ce pas, parce qu'il était en train donc de se noyer, bon, il était dans une pirogue donc de fortune, ils les mettront donc dans un document qui s'appelle donc le journal de bord. N'est-ce pas? Ça également, c'est des documents, n'est-ce pas, en tout cas, qui vont certainement intéresser. En tout cas, ça fait partie donc des documents qui sont indispensables donc à l'exploitation donc d'un navire. Vous voyez? Ils vont également demander, n'est-ce pas, donc un document qui est très important, n'est-ce pas? Un document qui est très important, un document qui atteste que le navire donc, est dans un bon état de navigabilité et qu'il est bien entretenu. Ah oui, parce que moi, si je suis assureur et que vous voulez me présenter un navire que je dois, n'est-ce pas, donc assurer. Parce que l'assureur également, en tout cas, il a horreur donc d'indemniser. Donc ça, les assureurs sont terribles, hein? Je ne sais pas s'il y a des assureurs donc, qui me suivent, mais en tout cas, tout le monde sait qu'ils sont terribles. Les assureurs sont terribles. Demandez à ceux qui ont déjà eu, donc, n'est-ce pas, donc, des sinistres. Avant que l'assureur donc, ne vous indemnise, c'est la croix et la bannière. Des fois, on peut courir donc, derrière une indemnisation donc, pendant toute une année, voire même peut-être 2 ans, ou bien même à vie. N'est-ce pas? Ce qui est sûr et certain, l'assureur, lorsqu'il devra assurer votre navire, il fera le maximum possible, n'est-ce pas, pour en tout cas cuisiner, avoir toutes les informations qu'il faut et voir que votre navire, n'est-ce pas, ne risque pas donc de courir un naufrage. Alors, il va certainement demander ce document-là qui s'appelle donc le certificat de côte. C'est un document attestant que le navire est bien suivi par une société de classification et qu'il est bien entretenu. Généralement, mes étudiants en 3e année de transport et logistique me demandent souvent, mais monsieur Ndiaye, est-ce que le bateau de Diola donc, avait un certificat de côte? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que
Ce qui est sûr et certain, c'est que ce navire-là, ce qui s'est passé, comme je l'ai tantôt dit, hein, c'est plutôt une faute commerciale qu'une faute nautique. Hein. C'est plutôt une faute commerciale. Parce que simplement, le navire donc n'était pas dans un bon état d'entretien, tout le monde le sait. Le navire donc n'était pas dans un bon état de navigabilité, même si donc il y avait un certificat de côte, ben, je sais pas donc comment on l'a obtenu. Et encore même, ce navire-là, le jour-là, tout le monde sait ce qui s'est également passé. Parce que d'après les dernières images donc, qui ont été visualisées, le navire, lorsqu'il quittait même le port de Ziguinchor, il commençait donc en tout cas, il avait tangué terriblement. S'inclinait terriblement. Donc c'est comme si on courait donc droit vers le naufrage. Bon, on a même l'impression que le centrage du navire donc n'a pas été bien fait. N'est-ce pas? Le centrage donc n'avait pas été bien fait parce que simplement le navire donc était déséquilibré. Ouais. N'est-ce pas? Alors, je continue. Hein. Bon, je vois également qu'il y a M. Khalifa Dramé donc, qui me pose une question là. En cas de dégâts portant sur, comment dirais-je, sur un engin de transport, est-ce que l'assureur donc va indemniser donc la totalité des dégâts? Bon, je pense que je vais directement même répondre à la question, M. Dramé, parce que donc il reste plus donc beaucoup de temps. Normalement, lorsqu'on a un sinistre et que on présente, parce que normalement, lorsqu'on a un sinistre, bon, c'est vrai que je suis en train un peu donc d'anticiper, parce que nous ne sommes pas encore arrivés donc à la gestion donc des sinistres. Hein. Bon, là, je suis juste en train donc de développer donc sur le navire. Normalement, lorsqu'on a un sinistre et que l'on présente donc à l'assureur, comment dirais-je, tous les dégâts qu'on a eu à avoir donc sur notre engin de transport, en principe, l'assureur devrait indemniser donc la totalité donc des dégâts que vous avez obtenus. N'est-ce pas? Parce que vous avez emmené votre bien, il l'a assuré sur la base donc d'une valeur, n'est-ce pas? Vous voyez? Et que maintenant, si par exemple, donc vous avez eu donc des dégâts, en principe, il devrait donc rembourser donc les dégâts que vous avez subis. Mais tout le monde sait que ça ne se passe pas comme ça. Parce que généralement, si vous présentez même un montant à l'assureur, il prendra toujours donc le soin de défalquer quelque chose. Vous présentez 5 millions donc de dommages, lui, il fera en sorte, n'est-ce pas, donc de ramener à 2 millions. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, gestion des sinistres, donc on va revenir certainement donc là-dessus, donc peut-être donc dans d'autres lives. N'est-ce pas? Bon, il y a Mme Saliou qui me demande quelle est la différence donc entre faute commerciale et faute nautique. Donc une faute nautique, donc c'est une faute de navigation, n'est-ce pas? Et j'ai même donné donc l'exemple donc par exemple donc l'exemple de, comment dirais-je, du bateau le Titanic, le navire Titanic. Donc c'est une faute de navigation parce que ils ont mal apprécié. Comment dirais-je, le navire, je peux même dire qu'ils l'ont surévalué. Bon, c'est vrai que dans le film, il y avait donc c'est peut-être donc des exagérations, hein, lorsque le constructeur donc du navire avait dit que même Dieu, que Dieu me pardonne, même Dieu ne peut pas arrêter donc ce navire. Bon, c'était simplement pour montrer que, comment dirais-je, en fait, ils ont surévalué donc ce navire. Donc ça, c'est une faute donc de navigation, une faute donc qui est liée à la navigation, lorsqu'on était en train donc de conduire le navire. Mais une faute commerciale, là, c'est plutôt donc l'exploitation. Par exemple, j'avais tantôt donné donc l'exemple donc du bateau de Diola. Parce que si on dit par exemple que le bateau de Diola, il était surchargé. Donc ça, c'est plutôt l'aspect commercial. On a vendu donc trop de billets en tout cas que la normale. Tout le monde sait que donc un navire qui devrait peut-être accepter donc 700-800 passagers et on se retrouve avec plus de 2000 passagers donc à bord. Ça, c'est une faute commerciale, par exemple. Donc vous voyez, et puis même je dirais que c'est une faute inexcusable, hein, sérieusement, hein, parce que le navire donc a été surchargé. Donc vous voyez, et puis même, d'après les informations également qui ont été obtenues, Mme Saliou, il paraît que donc il y a eu des passagers qui ont été admis à bord et qui ne figuraient même pas donc sur le manifeste donc des passagers. Donc là, c'est grave, parce que normalement, toute personne qui embarque donc à bord donc du navire devrait être manifestée.
l'exemple donc du Covid-19. Supposons par exemple que l'on veuille identifier donc les occupants donc d'un navire où il y a donc des, comment dirais-je, des personnes contaminées et qu'il y ait donc des passagers clandestins qui ne sont pas sur les manifestes. Comment on va le savoir? Ça va être compliqué. Après, il faudra donc retracer. Donc, vous voyez, ce qui fait que normalement, toute personne donc, qui monte à bord donc d'un navire, normalement, devrait être manifestée. Bon, là, je peux dire que donc c'est plutôt une faute commerciale. N'est-ce pas? Merci, donc, monsieur, comment dirais-je, Elhaji Massal Senyan, donc, qui est un camarade, donc un promotionnaire, donc on a fait donc les vaches ensemble. Il y a mon éminent collègue aussi, Mohamed El Amin Sano, donc en tout cas, donc qui me pose une, je ne sais pas si c'est une question ou pas. En tout cas, il me parle donc des résultats donc raisonnables. J'aimerais peut-être donc savoir exactement donc ce qu'il veut dire. Je vois qu'il y a monsieur Mablay Fall aussi, donc qui nous suit. N'est-ce pas? En tout cas, monsieur Sano, nous sommes ravis d'être avec vous. Merci également à vous. On vous a suivi votre brillante intervention donc sur le supply chain management, n'est-ce pas? Merci donc à Patenias, oui, Titanic donc 1914 Paté, n'est-ce pas? En tout cas, n'est-ce pas? Merci également à Mbakege donc qui me parle donc des polices donc d'assurance. Bon, comme j'ai dit, ce qui est sûr et certain, donc c'est juste notre premier live, mais je pense que tout ce qu'on a donc à développer ici, il faudrait impérativement donc qu'il y ait plusieurs autres vidéos, n'est-ce pas? Parce que avant peut-être que parce que je pense qu'il fait 19h21 bientôt donc l'heure de la prière. Je vais juste aborder rapidement les risques couverts, parce que lorsqu'on dit assurance transport aussi, il faudrait qu'on sait exactement donc qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui ne l'est pas. On va voir donc on va parler rapidement donc des risques couverts, les risques couverts en assurance corps de navire. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on entend par risque couvert? C'est l'ensemble donc des dommages qui peuvent survenir, n'est-ce pas, au cours de l'opération de transport et qui peuvent provoquer des dommages sur le matériel de transport et peut-être même donc sur sa marchandise, n'est-ce pas, et qui sont couverts donc par les garanties d'assurance, n'est-ce pas? Je reprends, j'ai dit, on n'entend pas risque couvert, donc l'ensemble des dommages qui peuvent survenir au cours de l'opération de transport, n'est-ce pas? Des événements plutôt pouvant survenir au cours de l'opération de transport qui peuvent provoquer, n'est-ce pas, donc des dommages, causer des dommages au navire, parce qu'on est en train de parler donc d'assurance corps de navire, au navire et probablement aussi à sa marchandise, mais qui sont quand même couverts par les garanties d'assurance corps de navire que nous verrons aussi ultérieurement. Et parmi ces risques couverts, bon, je vais y aller quand même un peu plus vite, n'est-ce pas? Parmi ces risques couverts, vous avez donc, comment dirais-je, le naufrage. Je commencerai évidemment par le naufrage. Le naufrage. Le naufrage, c'est quoi? C'est une destruction ou perte totale du navire qui, en cours de navigation, coule et est réduit à l'état d'épave. Par exemple, le sort qui a été réservé donc, au bateau de Diola. Le bateau de Diola a eu un naufrage. C'est dommage donc de le rappeler tout le temps. J'espère bien que je ne suis pas en train de rappeler donc des souvenirs difficiles à certains. Mais l'exemple du bateau de Diola donc, est un exemple patent. Donc c'est un cas de naufrage, n'est-ce pas? Parmi les risques couverts également, vous avez donc la tempête, évidemment. Donc les tempêtes aussi font partie donc des risques que les assureurs donc vont prendre en charge, en tout cas vont couvrir. Vous avez également l'incendie. Alors l'incendie, il est causé, en tout cas il est couvert donc quelle que soit son origine. Mais évidemment, on est en train de parler donc d'incendie involontaire, mais pas l'incendie qu'on a mis volontairement. Là, on est en train de faire un acte de sabotage. On est en train donc de saborder même le navire. Donc vous voyez, donc il y a l'incendie, je l'ai cité, donc il y a la tempête également, il y a le naufrage également, je l'ai cité. Il y a également l'échouement. Échouement, lorsqu'un navire donc s'échoue de manière accidentelle. C'est quoi l'échouement? C'est lorsque le navire donc touche le fond de la mer par accident et cesse d'avancer. Ça également, ça fait partie donc des risques que les assureurs également donc
vont couvrir. Donc, il y a également, comment dirais-je, l'assistance maritime, n'est-ce pas? L'assistance maritime. Je pense que peut-être que je vais m'arrêter à ça. L'assistance maritime, c'est quoi? D'abord, c'est obligatoire. Hein? L'assistance maritime a été rendue obligatoire. L'assistance maritime. Alors, moi je dis souvent, on est en train de conduire notre véhicule. On tombe sur un accident donc sur la route. Là, la vidéo s'était interrompue à cause de l'appel à la prière. Alors, je disais que on est en train de conduire notre véhicule, on tombe sur un accident. Normalement, on devrait s'arrêter et aider. On devrait s'arrêter, ne serait-ce que pour peut-être passer un appel téléphonique, appeler donc les secours, parce que généralement, il y a des gens qui sont souvent très choqués, ils ne savent pas exactement quoi faire. Normalement, on doit s'arrêter, aider, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas obligatoire, mais normalement, on doit avoir donc l'obligation morale donc de s'arrêter et d'aider donc la personne, en tout cas l'accidenté ou bien donc la victime. Maintenant, en transport maritime, l'assistance maritime a été rendue obligatoire, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'assistance maritime? C'est l'aide apportée par un navire assistant à un autre en détresse, n'est-ce pas? Maintenant, l'aide que le navire assistant apporte au navire assisté fait l'objet d'une rémunération dès lors que le résultat donc est positif. Donc c'est ce qu'on appelle donc la fameuse règle donc du no cure, no pay. Bon, ça je laisse même les spécialistes du droit maritime, M. Dram et autres là, peut-être donc ils vont le développer. N'est-ce pas? Bon, il y a l'assistance maritime. Bon, peut-être que je ferai d'autres lives où je reviendrai donc sur les risques couverts. Bon, il y a également l'abordage. L'abordage, c'est quoi? C'est la collision, c'est le heurt donc entre deux navires ou bien entre un navire, une installation fixe, mobile ou flottante, hein? N'est-ce pas? En tout cas, je pense que je vais m'arrêter à ça. Donc, encore une fois, donc, je tiens à remercier donc, tous nos followers donc, sur Marketing TV Monde. Et je remercie également donc, les initiateurs donc, en tout cas, donc, de cette belle émission qui nous permet également, nous, formateurs en logistique, donc, de partager avec nos étudiants, avec également donc, des professionnels et également, comment dirais-je, bon, ceux qui s'intéressent donc aussi à ce secteur donc d'activité et ceux également qui s'y connaissent pas. En tout cas, je pense en tout cas avoir donné des informations qui certainement peut-être vont vous servir. En tout cas, donc dans votre quête donc insatiable donc de connaissances. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas fini, c'est le premier live, donc certainement je vais continuer. Après les risques verts, donc il y a beaucoup de choses également à voir, mais comme je disais, on peut pas le faire donc juste donc avec un live. Donc merci à tous. Je remercie encore vraiment Aliou Diouf, Papa Babacar Ndiaye, mon étudiant Moussa Djibrine Abba. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à mon collègue, M. Mohamed Lamine Sano, M. Mbake Gueye, Laï Bamba, encore une fois, donc merci de m'avoir donné l'occasion donc de parler dans Marketing TV Monde. J'en profite également pour donc juste rappeler aux gens qu'avec cette pandémie-là, il faut impérativement respecter donc tout ce que l'État est en train donc de faire donc pour que la maladie donc ne se propage pas davantage. Donc respectons en tout cas donc les gestes barrières. Et sur ce, donc je vous souhaite bonne soirée. Merci.